enregistrement. C'est parti. Et il faut cliquer sur démarrer la diffusion également. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée aux actus sociales du mois de mai. Comme à l'accoutumée, nous allons permettre encore à ceux qui souhaitent nous rejoindre, puisque vous êtes chaque mois de plus en plus nombreux à le faire, de le réaliser dans de bonnes conditions techniques et donc de leur laisser un petit temps de connexion et nous pourrons engager la présentation des actus sociales du mois de mai dans 2 minutes, si vous le voulez bien. De faciliter leur connexion. Voilà, nous allons encore consacrer 1 minute d'attente. Je vois que les connexions se font de manière progressive, sans doute est-il dû un petit problème d'ordre technique, mais qui est visiblement corrigé. Bien, je pense que nous allons pouvoir débuter notre présentation. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence et votre assiduité à ces rencontres préparées par SD Works France et consacrées à l'actualité sociale. Celle du mois de mai, alors bien évidemment, vous connaissez parfaitement la période dans laquelle nous nous trouvons, entre 2 échéances électorales, une qui s'est achevée il y a quelques jours et puis une qui arrivera dans les prochaines semaines. On a maintenant, bien évidemment, le candidat
élu à la présidence de la République. Et puis nous attendrons, je vous donnerai à ce titre-là quelques éléments d'information, nous attendrons les résultats des élections législatives pour connaître de la majorité qui devrait être conforme à celle de la présidentielle, sauf surprise bien évidemment, et des engagements en tout état de cause, des projets à venir pour les dispositions. Les textes devraient faire l'objet de discussions et d'adoption au cours de cet été, comme à l'accoutumée à chaque échéance quinquennale. Alors, qu'examinerons-nous ensemble aujourd'hui? C'est notamment la mise à jour de la charte du cotisant avec un point particulier de l'information administrative ou de la position de l'administration sur les modalités techniques de contrôle des pièces remises par l'employeur. Mercredi, la Cour de cassation a rendu son verdict sur la conformité ou non du barème dit Macron au droit international et nous dirons ce qu'il en est et la solution dégagée par les hauts magistrats. Je souhaitais inscrire également la question de l'indemnisation ou non du trajet domicile-travail, notamment lorsqu'il y a un dépassement du temps habituel consacré par le salarié à ce trajet-là. Le point d'actualité concernera l'attribution et les conditions d'attribution des congés payés. Nous sommes en pleine période et notamment de clôture prochaine de la période de référence qui va arriver au 31 mai prochain. Les barèmes, avec notamment la revalorisation du SMIC et quelques incidences, même si nous avons vu quelques-unes lors de la précédente édition. Je vous donnerai ces informations complémentaires relatives au projet annoncé par le président de la République lors de sa campagne et de son programme et qui devrait être adopté au cours du mois de juillet. On verra sous quelle forme. Et puis, une décision jurisprudentielle qui me paraissait intéressant d'aborder avec vous. Alors, pardon. Voilà. Contrôle URSSAF et mise à jour de la charte cotisant. La mise à jour a été faite par un arrêté du 31 mars 2022. Excusez-moi, décidément avec cette souris. Alors, qu'en est-il du contrôle dit informatisé? D'une part, le Code de sécurité sociale comprend un certain nombre de dispositions qui précisent la façon dont le contrôle doit s'opérer lorsque les choses sont faites sur un support informatisé. Et ce support-là est forcément de plus en plus informatisé dans la mesure où il est assez rare maintenant, voire quasiment impossible, de réaliser une paye en dehors d'un support informatique et donc avec des résultats informatisés. Lorsque l'URSSAF et son agent, représentant de l'URSSAF, souhaite opérer un contrôle sur support informatisé, il doit préalablement en informer par écrit, la chose est d'importance, par écrit le cotisant et de ce chemin-là, de cette modalité-là d'un contrôle sur support informatisé. Il doit l'informer de ce que le contrôle se fera sur le matériel informatique du cotisant, c'est ce que dit exactement le Code de la sécurité sociale, et il doit l'informer des modalités opératoires relatives à ce contrôle informatisé, et notamment du fait que le cotisant doit mettre à disposition une personne habilitée à réaliser les opérations nécessaires sur le matériel informatique, nous dit le texte, et donc en quelque sorte, bien évidemment pour l'employeur, désigner cette personne-là afin d'accompagner le contrôleur de l'URSSAF. Généralement, bien évidemment, puisque nous sommes dans le domaine de la paye, il s'agira d'une personne opérant au service paye, éventuellement le responsable s'il apparaît qu'il s'agit de la personne la plus apte à réaliser cet accompagnement-là et à produire les informations dématérialisées. À dire vrai, la charte du cotisant telle qu'elle a été révisée via l'arrêté que nous venons d'énoncer s'écarte quelque peu des textes. D'abord, là, il y a possibilité, bien évidemment, toujours d'une réalisation du contrôle sur le matériel informatique de l'URSSAF, et non plus, c'est un changement essentiel, et non plus uniquement sur le matériel informatique du cotisant, alors que le texte réserve ce contrôle dématérialisé, si je puis dire, uniquement sur le matériel du cotisant. La charte prévoit également une mise à disposition des copies des documents nécessaires au contrôle dans le format informatique demandé par l'URSSAF. Alors la chose est d'importance. La chose est d'importance pour la raison suivante. Certains d'entre vous, peut-être, ont connu cette situation qui est celle du contrôle des résultats de la RGCP, de la réduction générale des cotisations patronales, autrement dit, FION. Et
alors que les textes n'exigeaient pas un format très particulier de mise à disposition de l'information relative au calcul de la RGCP, nombre d'URSSAF, elles, requéraient un support sur le tableur Excel, ce qui était extrêmement difficile à réaliser dans la mesure où, d'une part, les textes ne l'exigeaient pas et on ne comprenait pas cette requête du contrôleur URSSAF, et d'autre part, la transposition, bien évidemment, des informations qui étaient comprises dans le système de paye, dans le SIRH de l'employeur, ne permettait pas de manière automatique et aisée de transposer cette information-là. Assez étonnamment, les choses sont corrigées, mais ils ne le sont qu'à travers la charte et non pas le texte. Alors, se posera bien évidemment une problématique d'ordre juridique, notamment si en réalité le cotisant conteste pleinement cette exigence de mise à disposition en format différent que celui qui est tiré directement du système d'information. Donc, mise à disposition des copies nécessaires, des documents nécessaires au contrôle dans le format informatique demandé par l'URSSAF. Oui. Et pourquoi les contrôleurs URSSAF demandaient pour bon nombre d'entre eux une information sur le tableur Excel pour la raison suivante, c'est qu'eux-mêmes disposaient du fait des modalités techniques qui leur étaient mises à disposition par leur URSSAF et qui étaient assez généralisées dans de nombreux URSSAF. L'outil de contrôle de ce résultat-là était porté par le tableur Excel. Alors, est-ce que le cotisant peut refuser? Le cotisant est admis à refuser ce contrôle sur son matériel informatique, ou il est dans l'impossibilité, en tout état de cause, de le transmettre toutes les informations nécessaires pour une réalisation sur le matériel informatique de l'URSSAF. Dans ce cas-là, il y aura réalisation par le cotisant des opérations sur son propre matériel informatique. Et donc, ça annihile quelque part, par ce refus-là, les dispositions prévues par la charte. Donc, on donne toujours une voie de sortie, hein, une voie d'issue à cette problématique-là d'utilisation du matériel informatique de l'URSSAF, ou alors il autorise le contrôleur à procéder au traitement des informations sur le matériel de l'entreprise. Donc, en quelque sorte, il donne accès à l'outil informatique de l'entreprise à la disposition du contrôleur pour que lui-même puisse réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à ce contrôle-là. Toute la difficulté réside bien évidemment dans le transfert d'informations directement sur le matériel informatique de l'URSSAF, avec toutes les sécurités notamment exigées par la réglementation sur la protection des données personnelles, notre fameuse RGPD, et bien évidemment l'accès ensuite en termes de sécurité aux contrôleurs URSSAF du matériel de l'entreprise. Donc la possibilité bien évidemment de refuser, hein, mais dans ce cas-là, l'opération de contrôle se fera directement sur le matériel informatique de l'employeur, charge à ce que éventuellement le contrôleur URSSAF puisse disposer de l'ensemble des moyens pour la réalisation de ces contrôles-là. Bon voilà, le changement essentiel avec la fragilité juridique que je vous indiquais, en ce que, en tout état de cause, cette évolution en matière de modalités de contrôle sur un support dématérialisé, eh bien, n'est que d'ordre administratif, alors que les dispositions comprises dans le Code de la sécurité sociale n'ont fait l'objet d'aucune évolution à ce jour. Si toutefois il devait y avoir quelques contestations, eh bien les juges en seraient saisis et on s'intéressera bien évidemment à leur retour. Bon voilà, il n'y a pas forcément ici d'évolution ou de questions particulières qui nécessitent débat, donc je me permets d'aborder d'ores et déjà la deuxième thématique et notre fameux barème Macron, dont on attendait pleinement la solution. La Cour de cassation avait été saisie de deux affaires pour trancher de la validité de cette réglementation à la lumière de la législation internationale. Et la Cour de cassation, conformément à ce qui avait été prévu fin mars, a bien rendu sa décision le 11 mai dernier, c'est-à-dire il y a 48 heures, tout simplement. Donc la décision est assez fraîche, mais elle est tranchée en même temps et le débat est normalement clos, et je vous dirai pourquoi normalement clos. Alors, pour rappel, le principe général veut que l'on mette en place et que l'on applique ce fameux barème dit Macron lorsque le juge reconnaît l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
on doit verser des indemnités. Ce barème est fixé en fonction de l'ancienneté du salarié exprimé en année complète. Et ce barème-là prévoit un montant minimal. Alors, je ne vous ai pas remis toutes les tranches, bien évidemment, mais vous les retrouverez avec aisance. Au minimum 1 mois et allant jusqu'à 20 mois lorsque le salarié compte au moins 30 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. Alors, pourquoi ce cadre réglementaire et ce cadre tenant compte de l'ancienneté du salarié voulu à l'époque par le gouvernement? Pour les raisons suivantes. D'une part, rechercher l'atténuation des disparités des montants qui sont fixés par les juges, disparités entre les juridictions, dans la mesure où il n'appartient pas à la Cour de cassation de déterminer le montant, mais c'est au juge du fond. Et pour la Cour de cassation, qui elle ne juge que le droit et non pas le fond, et bien évidemment de vérifier que tout cela est conforme au droit général, mais pas d'en vérifier le montant, sauf à ce que éventuellement on puisse considérer qu'il soit dérisoire, mais il est peu probable que le caractère dérisoire d'un montant soit retenu par les juges qui sont assez sourcilleux quant à l'importance du montant. D'un conseil de prud'homme à un autre, d'une cour d'appel à une autre, pour une situation que l'on pourrait considérer comme analogue, les juridictions avaient tendance à fixer des montants d'indemnisation assez disparates. Donc, ces caractères assez aléatoires, compte tenu bien évidemment du nombre de conseils de prud'homme en France et du nombre de cours d'appel, eh bien, rendaient difficile l'appréciation éventuelle du préjudice et de l'estimation que l'on pourra en faire du préjudice que pourrait venir réparer l'employeur. En quelque sorte, le deuxième objectif qui a été fixé à ce barème-là, c'est notamment la sécurisation du risque de licenciement pour l'employeur, dans la mesure où lui-même ne pouvait imaginer l'impact que pourrait avoir pour ses finances la reconnaissance de l'absence de cause réelle de licenciement par les juges, lorsque d'une part, il connaissait un dossier dans une certaine cour d'appel et un autre dossier similaire, analogue, dans une autre cour d'appel, qui avait coutume sans doute de valider des montants beaucoup plus élevés. Ce barème-là, pour autant qu'il vise à apporter une certaine sécurité juridique, était-il conforme avec le droit international? Alors pourquoi la Cour de cassation a été saisie de cette question-là? Elle a été saisie du fait d'un pourvoi engagé à l'encontre de 2 décisions de cour d'appel, l'une reconnaissant la validité de ce barème Macron, l'autre rejetant cette validité, considérant qu'il n'était pas conforme au droit international et qu'en quelque sorte, il appartenait au juge d'examiner la réalité et l'importance du préjudice subi par le salarié lorsque lorsque le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse, et l'une, bien évidemment, appliquait rigoureusement ce barème, et la seconde s'en affranchissait et examinait en réalité les incidences sur la situation du salarié pour éventuellement confirmer une demande d'indemnisation beaucoup plus élevée. Quelle a été la réponse mercredi de la Cour de cassation? Elle a été affirmative au regard de la conformité de ce barème confronté aux textes internationaux et notamment la convention numéro 158 de l'OIT qui comprend dans une de ses dispositions l'exigence d'une réparation adéquate qui doit être versée aux salariés. Alors le caractère adéquat qui doit accompagner la réparation du préjudice subi par le salarié doit-il tenir compte impérativement et in concreto de la situation spécifique du salarié et éventuellement permettre la définition et l'évaluation d'un montant qui peut être distinct d'un salarié à l'autre à raison bien évidemment de sa situation personnelle. Eh bien, la Cour de cassation considère que le barème Macron est totalement conforme à cette exigence de réparation adéquate, qu'il n'y a pas de différence et donc de contradiction entre d'une part l'instauration de ce fameux barème et les dispositions de la convention numéro 158. Il y a un cadre général
du droit à réparation du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Et ce cadre général comprend tant à la fois, bien évidemment, cette Convention 158 que le fameux barème dont la Cour de cassation est saisie pour son examen de conformité au droit international. Parmi ces incidences dégagées par la Cour de cassation, c'est notamment de ne pas admettre au bénéfice des juges du fond le contrôle de conventionnalité in concreto par les juges, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus possible désormais de déterminer une indemnisation cas par cas. Il faudra impérativement appliquer ce barème-là, dans les limites minimales et maximales que je vous indiquais tout à l'heure, mais le tableau est assez important. Nous avons eu par le passé l'occasion de le présenter, tenant compte notamment de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, peu importe le cas échéant, la réalité de la situation proprement dit du salarié. Vous savez que jusqu'à présent, l'indemnisation tenait compte bien évidemment de l'ancienneté du salarié de l'entreprise, de son âge, de ses capacités à retrouver un emploi de manière plus ou moins facile dans le bassin qui le comprend. Et donc, vous aviez des disparités selon le métier qu'il exerce et la réalité du marché de l'emploi pour les métiers qu'il peut le remplir au regard de sa zone géographique de résidence et de recherche d'emploi. Tout cela est abandonné, on applique de manière stricte et rigoureuse, bien évidemment, ce fameux barème et les juges du fond ne sont plus admis à s'en écarter. Une exception toutefois est admise, c'est l'indemnisation du licenciement nul. Donc on n'est plus ici sur une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, mais le licenciement comme reconnu nul par la loi. Et vous savez que le Code du travail fixe les motifs de reconnaissance du licenciement nul, c'est notamment le licenciement d'une personne qui bénéficie en réalité de la protection du congé maternité ou du licenciement pour motif inopérant d'un représentant du personnel. Voilà, deux exemples parmi la liste de ceux qui sont fixés par le Code du travail. Dans ce cas-là, lorsque il y a un préjudice du fait de la situation de maternité de la salariée ou du fait du statut de représentant du personnel et du statut protecteur qui l'accompagne fixé par la loi, et la reconnaissance d'un licenciement nul. Et dans ce cas-là, bien évidemment, le montant de l'indemnisation est peut-être beaucoup plus élevé. Nous ne sommes plus là dans la reconnaissance de l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais de la reconnaissance d'un licenciement considéré comme nul par le juge et donc fixé tel quel par le Code du travail. Des questions à ce stade-là, Fabrice? Allô, est-ce que tu m'entends? Pour l'instant, pas de questions dans l'onglet questions ou le chat qui est accessible à tous. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Merci, je te remercie. Bah, écoute, s'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre pour aborder cette fois-ci le thème relatif au trajet domicile-travail et comment doit-on traiter le dépassement du temps habituel. Pardon, Abdelkader, je m'excuse. En fait, Oui, je viens de voir qu'il y avait une question. Je te la lis en direct. oui, Bonjour, quel est le oui. délai qu'a l'URSSAF pour informer la société d'un éventuel contrôle URSSAF? Merci. Alors, le délai est normalement d'un mois, mais tout cela est indiqué dans la lettre d'information et de présentation préalable. D'ailleurs, le délai doit être impérativement inscrit dans cette lettre qui est préalablement adressée à l'employeur. Si ce délai-là n'est pas inscrit, vous obtiendrez avec grande facilité l'annulation de toute la procédure. C'est une information impérative, sans laquelle il n'y aura pas de validité de l'information, du contrôle. Très bien, c'était la seule Y question pour a-t-il d'autres l'instant. questions, Fabrice? Très bien, merci. Donc, comment traiter effectivement le dépassement du temps habituel du trajet réalisé par le salarié lorsqu'il quitte son domicile pour rejoindre son lieu de travail? De prime abord, quel est le cadre juridique? Le cadre juridique depuis 2005, c'est de considérer que tout temps dépassant le temps habituel de trajet du domicile
au lieu de travail par le salarié n'est pas un temps de travail effectif. Alors là, je vais me permettre une petite anecdote. Pourquoi est-ce que le législateur a dû intervenir très rapidement en 2005? Pour la raison suivante, assez simple. La situation n'était nullement traitée par la loi et par le Code du travail. Au regard de la position dégagée par les juges, il devait y avoir reconnaissance du temps de travail effectif. Les juges considérant que lorsque le salarié est amené à se déplacer d'une agence à l'autre, hein, comme lorsqu'il y a plusieurs établissements au sein d'une même entreprise, si ce temps de trajet est d'une durée supérieure au temps habituellement consacré par le salarié pour parcourir la distance de son domicile à son lieu de travail, le temps excédant le trajet initial devait être reconnu comme temps de travail effectif. Voilà ce que disait la Cour de cassation, faute bien évidemment de définition de la nature juridique de ce temps-là par le législateur avant cette réforme de 2005. Alors, vous voyez rapidement les conséquences. Ça signifie que lorsque vous demandez à un de vos collaborateurs, une de vos collaboratrices, un déplacement dans une agence ou un établissement de région, alors qu'habituellement il se rend à Paris, ça signifie éventuellement, quel que soit le mode de transport, un temps de trajet beaucoup plus élevé et le temps de dépassement devait être compris comme un temps de travail effectif. Ce qui supposait que pour un salarié qui avait un décompte de son temps de travail en heures, la réalisation éventuelle, hein, bien évidemment éventuelle, tout dépend de la situation et des autres jours de la semaine, d'heures supplémentaires. Voyez les conséquences en réalité quand le salarié devait même se transporter à l'étranger. Ça peut être également plusieurs heures de vol et de temps de trajet. Alors imaginez que vous l'adressiez à l'autre bout du monde, hein, et faire un Paris-Sydney, ce n'est pas un Paris-Lyon, ça peut prendre toute une journée compte tenu des exigences également de transfert dans les aéroports, toute une journée de voyage qui aurait dû être qualifiée comme temps de travail effectif. Alors, cette jurisprudence a fait grincer des dents et alerter bien évidemment beaucoup de directions d'entreprise, toutes celles qui déjà en premier lieu travaillent à l'international, parce qu'il aurait fallu considérer comme temps de travail effectif ce temps de transport lorsque le voyage se faisait à l'étranger. Le législateur est venu très rapidement corriger cette défaillance, si je puis dire, de nature législative pour dire qu'en tout état de cause, désormais, tout temps dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail ne sera plus qualifié comme temps de travail effectif et n'aura plus les incidences avec les exemples que je vous ai donnés. Mais par contre, il y aura une exigence assez forte, c'est l'instauration d'une contrepartie. Cette contrepartie peut être en temps ou en argent. Alors, quelques exceptions, ce sont les salariés itinérants pour lesquels, bien évidemment, vous n'avez pas de qualification de temps de travail effectif entre d'une part, le domicile, d'autre part, le lieu de travail, sauf si au moment, au début de la journée, il a à rejoindre une agence ou un chantier supplémentaire, mais ça, ce sont notamment les salariés du BTP, hein, pour reprendre un exemple, s'agissant des salariés itinérants, ou alors les représentants du personnel convoqué à une réunion par la direction de l'entreprise. Dans ce cas-là, nous serons également dans un temps de travail effectif. Je pense notamment aux représentants du personnel qui exercent leur activité dans un établissement en région et qui, pour une réunion de CSE éventuelle, sont amenés à rejoindre le siège de l'entreprise en région parisienne. Eh bien, le temps de la durée de la réunion plus le temps de transport le matin et en fin de journée, toute cette période-là, temps de transport compris, doit recevoir la qualification de temps de travail effectif et être rémunéré en tant que tel, éventuellement donner lieu à la reconnaissance et au paiement d'heures supplémentaires. Quelle doit être la valorisation de la contrepartie? Eh bien, cette contrepartie est fixée par l'accord collectif qui vient régir, bien évidemment, la gestion de ce dépassement de temps de trajet habituel. C'est un accord collectif d'origine entreprise ou du niveau de l'entreprise, d'établissement ou de branche. Donc, premier niveau, c'est l'entreprise qui prend le pas et qui prime sur l'accord d'établissement et qui lui-même éventuellement prime sur l'accord de branche. Et à défaut, lorsqu'un accord a été conclu, à quelque niveau que ce soit, c'est la décision, la contrepartie est fixée dans la décision unilatérale de l'employeur.
précision doit être donnée de ce qu'il ne peut y avoir de contrepartie dérisoire, notamment nous disent les juges la Cour de cassation réunie en chambre sociale dans une décision du 30 mars dernier, et ce sont les juges du fond qui apprécient le caractère dérisoire ou pas de cette contrepartie éventuellement financière. Alors, il parle de contrepartie dérisoire. On peut imaginer ce que peut être une contrepartie dérisoire, notamment lorsqu'il y a lieu de l'apprécier en argent et non pas en temps. Reste que l'appréciation du caractère dérisoire ou non de la contrepartie en temps est assez difficile à apprécier. Alors, il y a quelques accords qui ont été conclus pour prévoir que lorsqu'un déplacement se fait à la demande de l'employeur d'un établissement à l'autre et qui nécessite un temps de trajet supérieur au temps de trajet initial domicile-travail, il puisse y avoir quelques moments d'absence de repos, et l'expression est par exemple faite en heures. Alors selon la distance de l'agence, au regard du siège par exemple de l'entreprise ou d'une agence à l'autre, le temps de repos supplémentaire et donc d'absence à ce titre-là est plus ou moins élevé. Il est d'1 heure, de 2 heures, 3 heures éventuellement, selon la distance parcourue. Voilà ce qu'il en est. Reste qu'il faut avoir une attention toute particulière à ce que la contrepartie ne soit pas dérisoire, et en tout état de cause, la difficulté d'appréciation du caractère dérisoire lorsque la contrepartie est en temps et non pas en argent. Voilà ce qu'on je souhaitais dire pour l'appréciation, parce que parfois nous avons bien évidemment des questions, alors plus généralement sur la nécessité de reconnaître des heures supplémentaires ou pas au bénéfice de représentants du personnel, mais la jurisprudence maintenant est assez ancienne, elle est continue, il n'y a pas de remise en cause par la Cour de cassation de ce principe de reconnaissance de son travail effectif. Prenons soin également de mettre en place des modalités pratiques, techniques, cadrées pour ce qui concerne les autres salariés, et éventuellement, bien évidemment, lorsque nous sommes amenés à opérer et adapter le système d'information, à en prévoir la contrepartie, soit dans des dispositions très particulières, un libellé spécifique lorsque la contrepartie est en argent, soit dans un système mettant en place la contrepartie en temps, et donc alimenter le compteur de repos à cet effet et fixer les modalités de prise. Bien évidemment, c'est une chose que d'attribuer cette contrepartie en temps, c'en est une autre également en complément d'en fixer les modalités de prise au bénéfice des salariés. Abdelkader, il y a une question. Est-ce que tu Oui, veux que je te la pose là? oui, je t'en prie. Oui, Alors, oui. une question qui nous dit le temps de déplacement des représentants du personnel pour leur mandat, virgule, pas pour des réunions de direction, donc j'imagine hors des réunions de direction, est-il considéré comme du temps de travail effectif? Bonne question. Bonne question de prime abord. Alors, c'est vrai que je me suis attaché à cette décision du 30 mars, je n'ai pas examiné la chose plus loin. De prime abord, j'aurais peut-être tendance à l'écarter puisque ce n'est pas la demande de l'employeur, mais de la réalisation de leur mandat. Donc, c'est compris dans leur crédit d'heure, tout simplement. Est-ce qu'il faut regarder l'éventuel dépassement du crédit d'heure? Point d'interrogation. Je propose que nous la notions et puis nous l'adresserons avec la lettre d'information. Parfait. Merci à la personne de l'avoir posée en tout état de cause, parce qu'elle est effectivement pertinente en la matière. Y a-t-il d'autres questions? Non, Pas pour visiblement l'instant. non. Merci. Point d'actualité. Nous sommes en pleine période de finalisation des compteurs de congés payés et donc des modalités d'attribution. Et là, nous allons avoir peut-être quelques surprises ou quelques sursauts dans le discours que je vais tenir, mais à vous de me le dire. Le principe d'acquisition repose sur l'appréciation d'une périodicité mensuelle du temps de travail effectif du salarié. Ce que nous dit la loi, c'est que le salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Je n'ai pas insisté sur le caractère effectif, puisque ce n'était pas l'objet de la thématique que je souhaitais aborder avec vous. Bien évidemment, le temps de travail effectif répond à la définition que nous connaissons maintenant depuis 22 ans, celle qui a été introduite
par la loi dite Aubry 2, un temps durant lequel le salarié est à disposition de l'employeur ne peut vaquer à des occupations personnelles et répond à cette directive, et l'exigence faite par la loi de reconnaître et de constater la réunion des 3 critères qui sont cumulatifs, hein, et non pas alternatifs. Alors comment je considère, comment dois-je apprécier le mois de travail effectif? La difficulté réside ici dans ce que doit être ce mois-là, dans la mesure où on nous parle de mois de travail effectif sans autre précision légale. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un mois civil, c'est un mois de date à date, si c'est une période spécifique en la matière. Ce qu'introduit le Code du travail, c'est une seule équivalence. Cette équivalence-là est la suivante, c'est celle du fait que 2,5 jours ouvrables sont donnés pour chaque période équivalente à 4 semaines ou 24 jours ouvrables. Et l'administration est allée un peu plus loin, puisqu'au-delà de cette première équivalence fixée par la loi, il y a une équivalence dite administrative qui est celle de 2,5 jours pour chaque période de 22 jours ou chaque période de 20 jours. Et là, bien évidemment, nous ne sommes plus sur un mois civil ou un mois de date à date depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise, mais de l'appréciation spécifique de ce que doit être ce mois-là, puisque ce mois-là a pour équivalence 4 semaines de travail effectif ou 24 jours ouvrables. Une fois que j'ai pu déterminer ces périodes de 4 semaines ou 24 jours ouvrables, ou plus généralement lorsque l'entreprise est ouverte du lundi au vendredi, hein, ce qui est le cas dans le service, eh bien 20 jours, toutes ces périodes de 4 semaines ou de 20 jours. Je les ai déterminées, j'ai un nombre non entier de jours ouvrables de congés payés attribués. Bien évidemment, nous sommes dans la même logique lorsque le décompte se fait en jours ouvrés, à raison de 2,08, hein, comme vous le savez, bien évidemment. Je dois procéder à l'arrondi à l'entier supérieur au moment du bascule de la période de référence. Donc, nous avons une période de référence qui va s'achever dans quelques jours. Ici, d'ici à la fin du mois de mai, le 31, et j'apprécie bien évidemment le nombre de jours acquis par le salarié, il n'est pas entier, je dois l'arrondir à l'entier supérieur. La chose doit être faite tant à la fois ici au moment de la bascule que lors du départ du salarié, lorsque le salarié est amené à quitter l'entreprise pour quelque motif que ce soit, et que je dois réaliser son solde de tout compte. Alors, pour quelque motif que ce soit, sauf pour faute lourde, le cas échéant. Alors, pardon. 2 exemples et après je viendrai sur la question de la neutralisation qui a son importance lorsque nous sommes amenés à prendre en considération les périodes d'équivalence. Mais 2 exemples, prenez le cas d'un salarié qui entre dans l'entreprise ou qui est entré dans l'entreprise le 14 février dernier, nombre de jours acquis au 31 mai prochain, eh bien nous avons bien évidemment 3 paquets de 4 semaines ou 3 paquets de 20 jours, et il nous reste un dernier paquet de 17 jours. Donc j'ai 3 fois 2,5 plus 2,5 ramené à prorata de 17 vingtièmes. J'ai donc un nombre de jours constaté au 31 mai de 9,625. Le nombre de jours qu'aura acquis le salarié de manière définitive au moment de la bascule, c'est-à-dire à la date du 31 mai, sera de 10 jours. Autre singularité également, c'est le salarié qui est entré dans l'entreprise, qui décide de rompre sa période d'essai à la mi-journée, donc il est arrivé à 8 heures, à midi, il estime avoir fait le tour du poste et des missions qui lui ont été fixées par le contrat de travail et que cela ne correspond nullement à ses attentes ou ce qu'il imaginait. Donc il décide de rompre le contrat de travail à la mi-journée. Alors vous allez me dire, mais il n'a pas respecté le délai de présence. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Le fait est, c'est que la situation est beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine. Voilà. Et donc, le salarié ne revient pas à la mi-journée et l'engagement de la responsabilité du salarié pour le non-respect du délai de prévenance serait beaucoup trop coûteux pour l'employeur. Une reconnaissance de l'absence du non-respect de ces délais de prévenance et de l'éventuelle demande de dommages et intérêts, parce que faudrait-il en plus que l'employeur justifie d'un préjudice subi et les juges fixera en réalité un montant assez faible au regard du travail réalisé, de la durée du travail du salarié pendant une demi-journée. Alors, comment est-ce que j'apprécie les choses? La période, les modalités d'acquisition, eh bien 2,5
par le ratio entre 0,5 et 20 jours, qui est la période d'appréciation à ce paquet de 20 jours. J'ai donc 0,0625, le nombre de jours acquis par ce salarié est de 1. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a plus d'exigence depuis 2008 de ce que le salarié, alors pour une première période de 2008, depuis 2008, de ce que le salarié doit avoir observé une période d'acquisition, d'ouverture des droits des congés payés. Vous savez qu'avant la loi du 20 août 2008, cette période d'ouverture des droits était d'1 mois. Elle a été ramenée à 10 jours, puis elle a été supprimée par la loi Warsmann de mars 2012, qui est entrée en vigueur et qui est entrée en vigueur au 1er juin 2012. Alors pourquoi cette période d'appréciation d'ouverture des droits a été supprimée de la législation française? Tout simplement parce qu'elle n'était plus en conformité avec la réglementation européenne. La CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, ayant considéré que toute législation qui était amenée à exiger du salarié une période d'ouverture des droits, donc un temps de travail effectif pour ouvrir, pas pour le calcul de la durée, mais pour l'ouverture des droits, était non conforme à la directive de 2003 et devait avoir été d'un effet nul. Donc, la mise en conformité de la législation française avec la réglementation a été faite en 2 temps. Première étape en 2008, puis seconde étape en 2012. Désormais, il n'y a plus cette exigence-là, même si nous conviendrons tous ensemble qu'il y a encore certains points relatifs à la gestion des congés payés, dont la reconnaissance avec la conformité avec le droit européen n'est pas présente, mais pour laquelle le législateur ne s'est pas encore engagé à une réforme du Code du travail. Je pense notamment à l'absence du salarié pour arrêt ou de la survenance d'un arrêt maladie pendant la période de congés payés. Bref, passons. Alors, pourquoi la question de l'attribution des congés payés est d'importance? Pour la raison suivante. Je vous ai indiqué à l'instant la règle d'équivalence, et la règle d'équivalence doit nous conduire impérativement à apprécier les périodes, moi je les appelle des paquets, parce que ça me paraît assez plus explicite et assez plus compréhensible. Période de temps de travail effectif de 4 semaines pleines ou de 20 jours. Alors là, j'ai mis 4 semaines, c'est bien évidemment c'est l'équivalent de 20 jours lorsque je suis en exercice, notamment du lundi au vendredi. Il y a 52 semaines dans l'année. Combien ai-je de périodes de 4 semaines sur une année? J'en ai 13. J'en ai 13. Or, le fait est, c'est que vous savez que je ne peux attribuer en jours ouvrables qu'un maximum de 30 jours pour le salarié. Voilà. Si maintenant je suis amené à considérer chaque période de 4 semaines, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois pour l'attribution des congés payés, j'ai en réalité 32,5 jours. 32,5 jours. Et donc, de ce fait, dans la mesure où le nombre de jours maximum d'attribution légale, je dis bien légale, de congés payés en jours ouvrables est de 30, 12 périodes de 4 semaines me suffisent. 12 fois 2,5 me donne 30 jours. 2,5 le nombre de jours de congés payés ouvrables acquis par période ou par mois de travail égale 30 jours. En quelque sorte, vous avez toujours une période de 4 semaines qui est neutralisée, qui ne donne pas l'attribution de congés payés. Les choses avaient déjà été dites par le Cour de cassation, qui considère, de jurisprudence bien établie maintenant, que toute absence, notamment pour arrêt maladie, non assimilée à du temps de travail effectif légalement et non assimilée à du temps de travail effectif conventionnellement au sein de l'entreprise, n'autorise pas l'employeur à réduire le nombre de congés payés. Voilà. Si je voulais aller beaucoup plus loin, du fait de cette reconnaissance de non-réduction du droit à congé payé, toute période d'absence inférieure à 4 semaines, eh bien, je pourrais aisément, en tant que salarié, considérer que la totalité de mes congés payés sont acquis toute fin avril, début mai. J'aurai là la totalité de mes périodes de 4 semaines et, ou de 20 jours de travail effectif. Si je les ai dans leur globalité, qu'il n'y a eu aucune incidence de présence ou d'absence plutôt, qui ne recevrait pas la qualification de temps de travail effectif, dans ce cas-là, j'ai acquis la totalité de mes congés payés
tout fin avril ou tout début mai, tout dépend bien évidemment à chaque fois au nombre d'absences ou, ou de repos hebdomadaires que l'on peut avoir pour chacun des mois de l'année. Mais c'est toute l'incidence qu'il peut y avoir. Donc, il ne faut pas être étonné, bien évidemment, que dans certains systèmes d'information, le salarié ait acquis la totalité de ses 30 jours ouvrables ou de ses 25 jours ouvrés, si les jours de congés payés sont attribués sur ce format-là, dès la fin avril, voire tout début mai. Et à dire vrai, un salarié qui quitterait l'entreprise au cours du mois de mai bénéficierait du versement du CCP sur la totalité de ses congés payés et du droit à ces CCP pour la totalité de ses congés payés. Voilà la chose telle qu'elle devrait être appliquée de manière extrêmement rigoureuse. Si on devait être aussi conforme avec la loi et avec la jurisprudence, puisqu'elle écarte toute réduction de ces congés payés-là lorsque l'absence est inférieure ou au maximum de 4 semaines. À dire vrai, nous devrions être accompagnés très spécifiquement et très rigoureusement d'un outil GTA pour apprécier le temps de travail effectif du salarié et connaître avec exactitude le nombre de jours de congés payés auxquels il peut prétendre et qui doivent lui être assurés au terme de ces 12 périodes de 4 semaines ou 12 périodes de 20 jours lorsque le décompte se fait notamment du lundi au vendredi. Alors, j'ai toujours des soucis. Non, ça fonctionne. Fabrice, des questions peut-être sur cette partie-là? Généralement, ça en suscite quelques-unes. Pour l'instant, pas de réaction supplémentaire, donc tes explications sont toujours aussi claires. Très bien. Ben, je te remercie, je vous remercie. Quelques mots sur les barèmes. Alors, quelques évolutions coutumières quand il s'agit du montant du RSA, moins lorsqu'il s'agit du SMIC, mais nous l'avions annoncé lors de notre précédente édition où nous avions une fourchette d'augmentation du SMIC. Le gouvernement s'est aligné sur les éléments fournis par l'INSEE. Encore une fois, il n'y a pas eu de coup de pouce. Pour rappel, le SMIC est revalorisé. Oui, Abdelkader, oui, excuse-moi. Finalement, les questions arrivent au fil de l'eau, j'imagine. Donc, j'ai 3 questions à ton attention. Donc, je te fais faire un petit oui, retour en arrière. oui, La oui. première est la suivante. En cas de STC au 30 avril, ne doit-on pas verser une ICCP pour 28 jours et non 30 jours? Alors, effectivement, alors, au 30 avril, alors c'est vrai que les périodes de 4 semaines ou de 20 jours, elles n'arrivent pas, elles ne s'achèvent pas généralement le 30 avril, mais plutôt, on constate le 2 ou le 3 mai, incontestablement. Donc, pour un STC au 30 avril, vous vérifiez bien évidemment le nombre de jours, de jours acquis. Cela étant, on devrait être au-delà de 27,5. On devrait être au-delà de 27,5. Donc, comme vous avez l'obligation, alors sans atteindre 30, bien évidemment, vous devriez être à 27,5. Comme vous avez l'obligation, bien évidemment, de l'arrondi supérieur, tout dépend si vous êtes entre 27,5 et 28, et dans ce cas-là, vous arrondissez à 28. Par contre, si vous êtes entre 28 et 30, vous allez devoir arrondir à 30. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Le 30 avril, on sera plutôt sur un résultat final avec décimales compris entre 28 et 30. Et donc l'obligation d'arrondir à 28. Vous ne pouvez pas arrondir à l'inférieur, à l'entier inférieur. C'est impérativement un arrondi à l'entier supérieur. Donc si potentiellement vous êtes entre 27 et demi et 28, vous arrondissez à 28. Alors là, si bien évidemment il y a pu y avoir quelques absences, non assimilées du temps de travail effectif, s'il n'y a pas eu d'incidence, vous serez plutôt potentiellement entre 28 et 30, et donc l'arrondi supérieur suppose 30. Donc, du coup, autre question. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la règle antérieure en matière de congés payés? Rien. Il n'y a pas eu de changement. Il se trouve que généralement, alors plusieurs choses. Il se trouve que généralement, lorsqu'on pratique les congés payés, je pourrais même en donner un exemple s'agissant de l'indemnisation. Lorsqu'on pratique les congés payés, on a tendance à ne retenir
souvent qu'une règle. Je vais même vous donner quelques exemples. Et qu'une règle est de ne pas prendre connaissance en réalité des dispositions supplémentaires que fixe le Code du travail. On parle de moi, et à dire vrai, on omet de lire la totalité, l'exhaustivité des dispositions de nature légale comprises dans le Code du travail relatives au congé payé. Et cette équivalence de 4 semaines ou 24 jours pour ce que nous dit le Code du travail. Alors, une époque ancienne où on travaillait plutôt 6 jours par semaine plutôt que 5. Ou l'équivalence administrative que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire 22 jours si je travaille sur 5 jours et demi, ou 20 jours pour prendre plus classiquement les salariés qui travaillent du lundi au vendredi. Et très souvent ignoré, à tort. Parce que ignorer, ça signifie que l'on considère que cette équivalence inscrite dans le Code du travail est sans incidence. Sans incidence. Or, elle a une incidence. Il faut donner plein effet à l'ensemble des dispositions légales. Je vais vous donner un autre exemple. L'autre exemple, c'est celui à dériver de la réduction des congés payés du fait de l'absence du salarié. Là, j'ai eu à quand même me battre avec quelques modélisateurs des systèmes d'information. Quand on va un tout petit peu plus loin, quand on descend un peu les dispositions du Code du travail relatives à la législation sur les congés payés, que nous dit le Code du travail? Il nous dit que le salarié ne peut subir une réduction à due proportion supérieure à la durée de son absence. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez un certain nombre d'employeurs ou de systèmes d'information qui auraient pu être bâtis de la sorte, qui considèrent que lorsque le salarié n'a pas un mois complet de travail, bien évidemment, je retiens que les mois complets de travail et je n'apprécie pas les jours acquis de manière supplémentaire. Exemple, si je reviens sur mes exemples précédents, en clair, si je prends le premier exemple, vous avez beaucoup d'employeurs au système d'information qui vont considérer que le salarié a acquis uniquement 3 fois 2,5 jours de congés payés et 7,5 que je vais arrondir à 8. Considérant, alors bien évidemment, ici on arrive au terme de la période de référence, mais si ça avait été une absence, ça aurait été la même chose. Considérant que je n'ai pas un mois complet supplémentaire, puisque ici je n'ai que 17 jours de travail effectif et non pas 20, alors il ne peut pas prétendre à des jours de congés payés au-delà des 3 premiers mois. Mais c'est là méconnaître les dispositions du Code du travail qui prévoient et qui limitent la réduction des congés payés à la stricte proportion de l'absence. Ici, j'ai bien réalisé une attribution à due proportion, j'ai ramené le nombre de jours à attribuer aux salariés de 2,5 sur une base légale à due proportion de l'absence de 3 jours en affligeant ce rapport de 2 de 17 sur 20. Et en l'occurrence, ici, j'ai bien apprécié correctement les dispositions du Code du travail. Alors, quand je vous dis parfois on ne va pas jusqu'au bout dans la lecture des dispositions relatives au congé payé, rappelons-nous, puisque les choses avaient été redites précédemment, il y a 2 ans, lorsque avait été mise en œuvre l'activité partielle, lorsque je procède au calcul de l'indemnité sous forme de maintien de salaire, au calcul donc selon la modalité de maintien de salaire, on a toujours en pratique très répandu et très partagé en France d'aller rechercher ce que le salarié aurait dû percevoir s'il avait travaillé normalement au cours de la période de congé, sans avoir à l'esprit qu'en réalité, cette indemnisation doit tenir compte également de la rémunération qu'a perçue le salarié au cours de la période précédant l'événement, c'est-à-dire le congé payé. Les choses avaient été remises au goût du jour, puisque c'est cette méthode dite de maintien de salaire qui doit participer et qui détermine le taux de l'indemnité d'activité partielle. Donc les choses avaient été remises au goût du jour par l'administration et mise en exergue. Mais voilà un autre fait également où on a tendance à aller assez vite dans l'appréciation de la législation sur les congés payés, tant à la fois, bien évidemment, de cette équivalence qui est fixée par la loi et dont l'administration nous élargit pour des modalités d'exercice au cours de la semaine qui peuvent être différentes, et généralement également cette réduction qui ne peut se faire qu'à due proportion de l'absence. Je viens de vous en donner un exemple ici où beaucoup d'entreprises n'attribueraient que 7,5 jours pour les 3 mois complets de travail et ignoreraient l'attribution
à due proportion pour le mois incomplet, même si ici c'est du 31 mai, on aurait pu prendre en considération, bien évidemment, le fait que le salarié ait été absent pour maladie, par exemple, sans assimilation de temps de travail effectif par une convention. Et en l'occurrence, on aurait eu exactement la même exigence de proportionnalité. Mais rien n'a changé, c'est la nécessité sans doute d'être beaucoup plus rigoureux dans la façon dont on gère les congés payés. D'autres Abdelkader, questions? Une troisième, je oui. crois. Oui. Écoute, oui, j'ai d'autres questions là-dessus. Donc, après, il y a des personnes qui maintiennent plusieurs questions. Donc, je pense que s'il y en a beaucoup, à toi de me dire si tu veux répondre Oui. à toutes ou si on répondra Une plus troisième, parce tard. que je crois que j'ai répondu à Alors, deux, sauf erreur de ma part. voilà, dans le fil de cette même intervention, peut-on également réduire les congés payés à chaque absence et en fin de période d'acquisition, ajuster à la hausse le compteur en tenant compte de la période neutralisée? Alors, est-ce que je dois réduire à chaque absence? La réponse est théoriquement oui. Alors, je vais vous dire pourquoi théoriquement, parce que ça tient lieu de la période de neutralisation de cette fameuse 13e période. Lorsqu'on est extrêmement rigoureux dans la chose, je vais en réalité examiner l'effectivité du travail, et donc du temps de travail effectif du salarié pour chaque journée. Donc pendant 3 semaines, le salarié a travaillé tout à fait normalement du lundi au vendredi. La semaine suivante, le salarié travaille du lundi au jeudi, est absent, il peut être en maladie, est absent. Pour maladie, il n'y a pas de temps de travail effectif, il n'y a pas d'assimilation conventionnelle au temps de travail effectif. Est-ce que j'ai 20 jours de travail effectif? La réponse est non. Est-ce que, pourquoi j'en ai que 19? Est-ce que si je devais considérer que ce mois-là, l'exemple est extrêmement simple, je dois lui attribuer de manière automatique 2,5 jours ouvrables ou 2,08 ouvrés? La réponse est non. Et là, je peux réduire à due proportion. Quelle sera ma proportion? Ce sera 2,5 ramené à un rapport de 19 sur 20 ou 2,08 ramené sur 19 sur 20. Et si l'arrêt maladie devait se prolonger sur la semaine suivante, je vais également neutraliser bien évidemment cette période-là. Et je suis admis à réduire le nombre de jours attribués aux salariés du fait de cette absence pour non assimilée du temps de travail effectif, tout simplement. Dans la limite absolue, lorsque l'année est complète, parce que pour un CDD, ça sera autre chose, mais dans la limite absolue, lorsque l'année est complète, de 4 semaines, puisque là, on voit bien, et la Cour de cassation l'a reconnu, hein, que je ne peux pas réduire le temps de travail, l'attribution des congés payés du salarié lorsqu'il a réalisé en réalité 12 périodes de temps de travail effectif. Donc je peux effectivement le faire, j'ai le droit à la réduction et cette réduction sera actée notamment lorsque j'ai une période d'absence supérieure à 4 semaines. Supérieure à 4 semaines ou à 20 jours de temps de travail effectif lorsque le décompte du temps de travail du salarié se fait du lundi au vendredi pour reprendre des choses plus classiquement. Donc oui, mais dans le respect de la neutralisation de cette 13e période d'absence. Voilà Fabrice, Très il y a bien. peut-être une autre question? Oui, alors il y a un point complémentaire, je te relis une question Oui. qui nous avait été posée, c'est en cas de STC au 30 avril, ne doit-on pas verser une ICCP pour 28 jours et non 30 jours? Et suite à ta réponse, la personne a complété en indiquant si on applique le calcul des 4 semaines, au 30 avril 2022, nous sommes à 30 jours acquis. Alors, merci. Je n'ai pas vérifié sur le calendrier. C'est pour ça que je restais dans l'expectative d'une année sur l'autre, on aurait une fin effectivement. Mais effectivement, bah, dans ce cas-là, c'est 30 jours. Alors, l'incidence première, quelle est-elle? Quelle est-elle? Bah, ça signifie tout simplement que si le salarié est absent tout le mois de mai, pour un motif qui ne peut être assimilé à du temps de travail effectif, hein, eh bien, il a en réalité acquis la totalité de ses congés payés. Tout simplement. Et on sera en conformité et à la fois avec la loi, à la fois avec la doctrine administrative et à la fois avec la jurisprudence. Donc voilà l'incidence première. Il aurait le droit à ces 30 jours. Et je ne pourrais pas, en cas de contestation, procéder à une réduction parce qu'il a été absent le mois de mai. Il y avait une première On- question oui, pardon, tu avais terminé?
Non, non, vas-y, alors vas-y, je te Une laisse première poursuivre question qui avait pour été prendre une posée. question supplémentaire. Alors pour être là-dessus, quel est le risque? Pour compléter ce que tu viens de dire. Quel est le risque quel est le risque? Bah, il est multiple. D'abord d'une contestation, d'un mécontentement du salarié, d'une contestation par le salarié de ses droits, euh, du risque, bien évidemment, de ce que les salariés puissent saisir l'autorité administrative pour la vérification de ses droits et donc éventuellement subir un contrôle de l'inspection du travail, de ce que la question soit soulevée lors de la réunion du CSE et donc d'un déploiement, d'un développement de cette question-là à l'encontre de l'ensemble des autres collaborateurs et du fait de la situation d'un seul salarié, de l'instauration, si les choses sont déjà délicates, d'un climat social difficile, ensuite éventuellement de la saisine du salarié du juge pour, d'abord il pourra facilement établir le préjudice subi puisqu'il n'aura pas obtenu la totalité de ses droits, la reconnaissance de l'infraction par l'employeur, et je vous rappelle, enfin, et donc bénéficier du versement de dommages-intérêts lorsque le juge est acquis à la thèse du salarié. Et je vous rappelle, même si le droit pénal du travail ne s'étend pas en matière effective à sanction par voie d'amende, je vous rappelle que la méconnaissance de la législation sur la durée du travail en général et de la législation sur les congés payés, en particulier si on devait reprendre ce domaine-là, est protégée pour le salarié de sanctions pénales que peut encourir l'employeur. Voilà. Même si, encore une fois, de manière effective, on ne recense pas des sanctions de ce type-là auprès des clients qui méconnaîtraient, des employeurs en France, puisque des clients qui méconnaîtraient cette règle. Très Le temps bien. passe, Fabrice, je vous propose d'aborder les points suivants. Parfait. Merci en tous les cas de votre participation respective. Alors, barème, vous disais-je que nous avions annoncé déjà la revalorisation au 1er mai. Hein. Pour rappel, le SMIC est réévalué le 1er janvier de chaque année et également chaque fois que le niveau d'inflation en France excède les 2%. C'est ce qui est constaté sur les 12 derniers mois, donc ça donne lieu à revalorisation. Le SMIC, comme vous le savez très certainement, est revalorisé au 1er de 10,57 € de l'heure à 10,85 €. Le RSA fait l'objet également d'une revalorisation, confirmation de l'annonce qui avait été faite par l'administration sociale de ce que désormais le montant du RSA est de 575,052 € et il nous intéresse ce montant-là de RSA pour une personne puisqu'il fixe le montant totalement insaisissable, c'est-à-dire le montant que vous devez impérativement laisser au salarié lorsqu'une opération de saisie arrêt sur salaire est effectuée. L'administration confirme également le montant de l'abattement de l'assiette d'un demi-SMIC pour les contrats courts. Je vous rappelle que les contrats courts sont un contrat de moins de 2 mois, où là, parce que dans ce délai-là, il n'est pas sûr que l'entreprise reçoive le CRM de manière automatique une fois avoir embauché le salarié, surtout que les CDD, pour plus de la moitié d'entre eux en France, ont une conclusion de durée quasiment limite à une semaine. Donc la probabilité que vous ayez recours à cet abattement est extrêmement forte pour les CDD courts et très courts. Donc conformité des premières estimations que nous avions, confirmation des premières estimations que nous avions mises en avant, l'abattement pour un demi-SMIC passe donc de 657 € à 675 €. Enfin, par la même occasion, dès qu'il y a revalorisation du SMIC, il y a également revalorisation des montants de l'allocation, je parle bien de l'allocation et non pas de l'indemnité de l'activité partielle. Le montant de l'allocation, c'est ce que se fait rembourser l'employeur, et ce montant-là passe de 7,53 € de l'heure à 7,73 €. Idem pour la garde d'enfants aux personnes vulnérables, dont le niveau est beaucoup plus élevé, hein, puisqu'on va passer de 8,37 € à 8,59 € de l'heure. Voilà, si vous avez encore quelques situations similaires, notamment pour la garde d'enfants, le reste, on y a moins souvent recours. Enfin, normalement, on devrait y avoir moins souvent recours. Hein. Quelques informations complémentaires. Bon, maintenant, nous connaissons tous les résultats de la précédente consultation électorale. Pour reprendre deux thématiques
qui avait été mise en avant par le candidat redevenu président, si je puis dire. Alors, je mets de côté la réforme des retraites, hein, qui fera l'objet préalablement de consultation des partenaires sociaux et au-delà même d'autres autorités ou d'autres personnalités que les seuls partenaires sociaux, mais qui va s'étaler dans le temps. Il est déjà prévu et les travaux par l'administration sont déjà engagés de la construction, de l'adoption par un conseil des ministres et de l'examen par le Parlement au mois de juillet prochain, le Parlement devant être très certainement convoqué, comme à l'accoutumée tous les 5 ans, dès qu'il était réinstallé en session extraordinaire, et sera examiné un projet de loi de finances rectificatif, alors qui comprendra diverses mesures. Deux vont nous intéresser au premier chef, desquels le triplement de la prime PEBA, qui demeure toujours optionnel, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur. Et le deuxième point, c'est l'instauration d'un dividende salarié. Donc, on va aller beaucoup plus loin que la simple participation. Reste que la question se pose des conditions de mise en œuvre pour l'entreprise de ce dividende salarié. Sont toutes les entreprises concernées? Y aura-t-il un seuil d'effectif comme la participation, puisque le seuil d'effectif pour la participation est de 50 salariés? Est-ce qu'il va s'imposer à toutes les entreprises sans condition, ou alors aux seules entreprises qui, le cas échéant, n'auront pas conclu un accord d'intéressement ou de participation? Bref, les choses ne sont visiblement pas arrêtées de manière définitive par les autorités. Et puis il y a un prochain gouvernement qui devrait s'installer la semaine prochaine. Donc les choses devraient encore évoluer, mais ce n'est pas dit. Le triplement de la prime PEPA, c'est juste une adaptation d'une valeur. Donc on devrait passer à un montant maximal de 2 000 euros à 6 000 euros et de 1 000 à 3 000 également, normalement, mais encore un caractère non obligatoire. Pour l'instauration du dividende salarié, les choses sont moins claires à ce stade-là et demeurent toujours en discussion au sein du gouvernement actuel ou de différentes administrations, puisque le remaniement aura lieu la semaine prochaine, comme vous le savez très certainement. Un point de jurisprudence, et je reviens au congé payé. Avez-vous noté également cette décision du 6 avril dernier de la Cour sociale réunie dans sa chambre sociale, la Cour de cassation réunie dans sa chambre sociale? Les congés payés sont pris par le salarié dans les conditions suivantes. Par principe, les dates et ordres des congés payés sont fixés par accord collectif ou à défaut par l'employeur. Là encore, accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche s'il n'y a pas d'accord collectif d'entreprise d'établissement, sinon les deux premiers priment sur l'accord de branche et prime même sur la loi, mais la loi est silencieuse puisqu'elle renvoie aux partenaires sociaux le soin de négocier ces dates et heures de congé, et sinon par défaut par l'employeur. La demande du salarié est exprimée dans les conditions qui sont fixées par l'accord collectif, et c'est au moment où l'employeur ouvre le droit à exprimer cette demande-là que le salarié peut réaliser cette demande. Je vous rappelle que les dates et ordres des congés payés peuvent être fixés unilatéralement, et le sont même avant cette réforme de la loi El Khomri de 2016, qui visait à instaurer l'inversion de la hiérarchie des normes, et pouvait être fixés par l'employeur. Pour rappel également, vous savez que bon nombre d'entreprises sont fermées d'autorité par l'employeur au mois d'août, assez classiquement. Beaucoup de commerces. Dans un certain nombre d'entreprises, on admet sans doute que beaucoup plus de liberté pour certains salariés en raison de leurs fonctions, des missions qu'ils remplissent dans le choix de leur date de congé que d'autres. Je pense notamment, par exemple, aux commerciaux, aux visiteurs médicaux, dont on considère que le contact avec des prospects ou avec des clients sera beaucoup plus difficile au mois d'août, ou sur une période qui va aller du 15 juillet au 15 août, que toute autre période, et on imposera quelques durées de congé durant cette période plus ou moins large de 4 ou 5 semaines. C'est le choix absolu, le droit absolu pour l'employeur de retenir les modalités de prise de congé payés de ses salariés. Qu'en est-il lorsque l'employeur est resté silencieux à la demande du salarié? D'abord, la réponse qu'il doit réaliser doit être faite en application des modalités fixées de retour de l'employeur dans l'accord collectif ou la décision unilatérale. Et s'il n'y a pas
d'accord ou absence de nécessité d'accord express et silence de l'employeur, alors il y a un accord implicite. Dans l'affaire concernée, l'employeur a reproché au salarié de s'être absenté une journée de congé payé, une demande que le salarié a exprimée oralement uniquement, et il a pu apporter la preuve de cette demande orale, ce qui est extrêmement difficile en la matière, mais il a réussi à le faire, alors qu'il convient mieux de retenir un écrit sur le sujet et sur tout autre sujet. L'employeur n'a pas répondu, le salarié a tout de même pris sa journée de congé payé, l'employeur lui a reproché de l'avoir fait alors qu'il n'avait pas donné son accord. Le salarié a considéré qu'il y avait un accord implicite. Les juges, appréciant bien évidemment les conditions dans lesquelles cette demande a été faite et l'absence de nécessité d'accord express, eh bien le silence de l'employeur vaut accord implicite dans la mesure où il n'a pas cadré éventuellement dans sa décision unilatérale ou dans l'accord collectif qu'il a pu conclure les modalités de retour et donc de sa réponse. Et donc, à défaut, il a considéré, le juge, que le salarié était fondé à s'absenter ce jour-là et toute sanction qui aurait été prise à son encontre devenait nulle, était d'effet nul. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette décision-là. Alors, soyons toujours extrêmement vigilants sur la gestion des congés payés. On arrive à une période délicate. N'hésitez pas à revenir vers nous ou via votre interlocuteur habituel de SD Works pour sécuriser, bien évidemment, vos pratiques, et puis si nécessité, on vous apportera les éléments de droit qui viendraient bien évidemment consolider vos pratiques ou éventuellement nécessiter de les faire évoluer. Fabrice, des questions sur ce sujet-là? Sans doute pas. Allô? Pas de questions sur ce sujet pour l'instant. Merci, merci. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous informer de nos prochains rendez-vous. Notre prochaine rencontre aura lieu le vendredi 3 juin à 11 h. La suivante, le vendredi 8 à 11 h. Donc là, on est plutôt sur la deuxième semaine du mois, mais ça doit nous permettre de consolider toutes les informations qui auraient pu être publiées au cours du mois de juin, et donc éviter le vendredi 1er. Et nous vous établirons un nouveau calendrier que nous communiquerons au mois de juin pour la rentrée, c'est-à-dire le dernier quadrimestre, septembre, octobre, novembre, décembre, avec quand même quelques éléments préalables. D'une part, bien évidemment, l'attention que nous porterons aux informations complémentaires que nous avions indiquées lors de la précédente édition et des sujets, de ces sujets-là et d'évolution de l'administration. Je rappelle notamment le bonus-malus, la réforme des IGSS ou le dernier m'échappe. Oui, la réforme du bulletin de paye. Et d'ici le 3 juin, alors la probabilité peut-être faible d'une adoption au Conseil des ministres d'ici là du projet de loi de finances rectificative. Peut-être aurons-nous quelques informations complémentaires. Normalement, il devrait être adopté en Conseil des ministres le mercredi qui suit le deuxième tour des législatives, le deuxième tour étant fixé le dimanche 19 juin. Et donc déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour un examen très rapide dès fin juin ou tout début juillet par l'Assemblée, en tous les cas un examen en commission assez hâtivement. Tout cela constituera les thématiques des mois de juin et juillet, et bien évidemment à la rentrée, nous porterons notre attention sur le premier projet de loi de finances projet de loi de financement de sécurité sociale et projet de loi de finances de l'année 2023 de la nouvelle majorité législative. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre attention toujours aussi assidue à l'ensemble de nos communications. Je vous remercie grandement, je vous souhaite une bonne continuation et puis dans l'attente de vous retrouver très prochainement. Merci à toutes et à tous. Parfait. J'en profite pour remercier Christelle, Isabelle, Valérie, Marie qui n'ont pas hésité à poser des questions et à rendre le webinaire plus interactif. Merci à vous, mesdames. Et puis, bien évidemment, pour les autres, n'hésitez surtout pas à vous exprimer lors de nos prochaines éditions. Je vous remercie, merci bien. Au revoir à toutes et à tous.